qui m'a aidée et j'ai eu de la chance, je pense, parce que j'ai toujours fait confiance a priori dans les gens. Donc j'ai eu de la chance d'avoir des mentors sur mon parcours ou des personnes qui ont bien voulu m'aider. Mais ça demande une certaine réceptivité, de faire confiance, de suivre les conseils. J'ai aussi rencontré des bonnes personnes très généreuses sur mon parcours. Cette semaine, nous recevons Coralie Dussart, CEO, fondatrice de Spag, agence de marketing digital. Elle a pas mal de choses à nous apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris de notre échange. Je vous laisse découvrir ça. Allez, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Vivre mieux. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Coralie Dussart. Coralie, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Coralie, tu es fondatrice de Spag, un cabinet en marketing digital et finalement en growth marketing. Tout à fait. Est-ce que tu voudrais bien expliquer à notre audience qu'est-ce que c'est et puis finalement parler de toi? Ouais, très bien, avec plaisir. Merci de me recevoir aujourd'hui déjà, Julien. Le growth marketing, c'est une matière un peu complète et complexe. Ouais. Je dirais que c'est une vision très holistique du marketing et qui se fait majoritairement en ligne parce que on est tous consommateurs, donc on sait qu'aujourd'hui les parcours avant de faire un achat ou de prendre une décision, ils sont longs, ils sont complexes, ils sont variés. On est tous très connectés avec nos AirPods, nos téléphones dans la main, nos ordinateurs au boulot, les pubs un peu partout. Donc faire du growth marketing aujourd'hui pour une marque, c'est essayer de faire en sorte d'être présent sur un maximum de points de contact qu'on pourrait avoir avec sa cible ou son consommateur. Et pour ça, de plus en plus, on utilise le digital et donc plein de formats différents, donc plein de leviers différents. Et c'est aussi une version qui est du marketing qui est très driven, très drivée par la data, parce que on essaye de comprendre justement quelles sont les pubs qui vont attirer l'attention, les bons messages, quand est-ce que c'est le bon moment de leur parler. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc c'est un marketing un petit peu plus, je dirais, précis et documenté. D'accord. Voilà. Ça fait sens. Et Coralie, finalement, il y a à la fois le volet Spag, cabinet, et puis la personne aussi que je voulais rencontrer. Pourquoi ? Parce que finalement, arriver à porter une entreprise comme un cabinet comme Spag au niveau dans lequel il est aujourd'hui, ça demande, je suis sûr, certaines clés, certains facteurs clés de succès. Et j'étais curieux de découvrir ça. Peut-être en parlant d'abord du volet entreprise, cabinet. Bien sûr. C'est-à-dire en te demandant, pour toi, parce que je suis sûr qu'il y a des cabinets qui réussissent à apporter une valeur de dingue à son audience, enfin à ses clients, et puis d'autres qui échouent, ou en tout cas qui arrivent un peu moins. Qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence ? C'est une très très bonne question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse, mais juste pour redonner peut-être effectivement quelques chiffres sur Spag pour expliquer pourquoi tu penses que c'est un succès. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on existe. On est déjà 25 personnes. On est basé à Paris, à Lille, mais surtout on a une variété de projets et de clients qui est super importante. On travaille pour des startups et scale-up que les gens connaissent, mais on travaille aussi pour Exotech, une des premières licornes industrielles françaises. On a un partenariat avec la BPI sur un accélérateur pour des PME industrielles. On travaille pour des très grands groupes aussi qui viennent nous voir pour notre expertise. Et donc c'est vrai et on a aussi un rayonnement à l'international. Donc ça démontre quand même un peu effectivement une certaine notoriété. Pourquoi pour expliquer ce début de succès, la route est longue, c'est pas fini du tout encore. Il y a plein de choses, je dirais. Je pense qu'il y a se focaliser sur le service quand on vend du service ou quand on a une offre à destination de clients qui est du conseil, qui est de l'opérationnel. C'est la qualité du service qui compte. Nous, ça a toujours été au cœur de ce qu'on fait. Donc, on a un fort volet de conseil, d'accompagnement. Voilà. Donc, moi, je recrute mes équipes selon ces points-là, et c'est vrai que c'est l'équipe qui fait tout, je dirais qu'on a réussi à créer chez Spag une solidarité hyper importante dans l'équipe, avec une équipe qui en plus est très diverse, très culturelle, multiculturelle plutôt, et je pense que c'est ça, c'est faire en sorte qu'on ait les bonnes personnes pour ce projet. C'est des personnes qui ont des bonnes valeurs, qui sont bien intentionnées, qui ont le client au centre de au centre de leurs attentions, et puis qui en plus de ça techniquement sont très bons, bien évidemment. Je parle pas du niveau, c'est évident, mais qui vont avoir à cœur de faire de nos clients des réussites et des succès selon leurs problématiques et leurs enjeux. Donc il y a beaucoup de choses qui est liées aussi au recrutement et aux soft skills. C'est la personnalité de mon équipe en fait, tout simplement.
Donc ce que j'entends, c'est cette notion de un petit peu de client centricity, c'est-à-dire de mettre le client au cœur de l'enjeu, et cette notion d'équipe, c'est-à-dire à la fois les soft skills et la qualité. C'est pas vraiment la qualité, c'est comment a lieu l'interaction entre le client et l'équipe de cabinet. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on est, moi, je mets un point d'honneur à ce qu'on soit extrêmement professionnel. Ça, bien évidemment, ça paraît trivial de dire ça comme ça, mais dans le respect, dans l'écoute, de prendre le temps, de se reposer les bonnes questions, voilà, tout ça. Donc, il y a beaucoup de soft skills effectivement là-dedans. Ouais. Après, on forme les personnes qui sont plus jeunes, les plus juniors à avoir ces qualités-là. Je pense que c'est des sujets que tu connais bien, mais on essaye de leur donner confiance, de leur donner, donc bien évidemment tout le bagage technique qui fait partie de notre métier, parce que c'est très technique, c'est très expert, mais aussi toute la partie soft skills de rigueur, de méthodo, de confiance en eux, de prise de parole en public, pour que ils puissent véhiculer nos valeurs. Un peu comme une équipe de sport, je leur dis toujours que voilà, moi j'ai fait beaucoup de sport d'équipe, je suis une joueuse de handball, j'en ai fait à haut niveau, du coup j'essaye de leur dire que voilà, c'est important de se dépasser, il y a un peu d'histoire de dépassement de soi, en tout cas de vouloir progresser et apprendre, mais en ayant confiance en l'équipe au global. Donc ils savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Il y a un sujet un peu de fiabilité. Voilà. Donc, quand on est dans cet environnement-là, c'est plus facile de progresser aussi. Oui, je pense. C'est qu'ils se retrouvent dans un environnement qui les porte. Pourquoi ? Parce qu'ils y trouvent aussi du plaisir à interagir en équipe. Cette notion qui est clé. Et puis peut-être... tu vois, moi, il y a un facteur au niveau humain, pas au niveau entreprise, mais au niveau humain qui me paraît vraiment essentiel, c'est cet alignement entre le pourquoi qu'on porte à l'intérieur de soi, que tout collaborateur va avoir, et puis le fait que l'environnement, le comment, finalement, il match avec ce pourquoi, et c'est quand on voit cet alignement que on a une énergie de dingue. Exactement. Je leur dis souvent d'essayer de trouver leur ikigai. Ah ouais. Parce qu'on sait pas toujours ce qu'on veut faire quand on est jeune, quand on débute. Mais en tout cas, je sais que l'environnement de Spag les porte beaucoup. En tout cas, le fait de se dire que voilà, ils peuvent se tromper, il peut y avoir des échecs, on est là pour les aider, mais en tout cas, on reste quand même exigeant, voilà, pour les faire progresser. Mais c'est dans un environnement qui est quand même bienveillant, et ils peuvent compter les uns sur les autres. Et ça, je pense que ça démultiplie ça démultiplie les capacités, en fait, de se sentir soutenu, de sentir qu'on peut tomber, mais que les autres vont nous rattraper, qu'on peut apprendre. Et donc, ça crée aussi beaucoup de partage d'informations, de partage de connaissances. On a des petits rituels en interne pour se former tous les uns les autres. Donc ça, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est aussi ce qui m'anime personnellement. Et je pense que quand on sent qu'on a ces vibes-là dans une équipe, ça porte aussi les dirigeants, et c'est plus facile pour nous de porter notre vision et notre mission quand on est aligné avec ce qu'on veut donner à son équipe. Ça me fait penser à... Tu sais, à cette notion on dégage toujours une énergie émotionnelle. Et il y a des climats d'entreprise où, par exemple, l'énergie émotionnelle dominante est peut-être celle de la peur, ou du courage, ou alors même de la joie, de l'amour. Et je pense que justement, être dans une équipe qui est dynamique et qui veut atteindre ce côté dépassement, ce côté esprit d'équipe, et justement nous met dans une énergie émotionnelle plutôt positive, quoi. Ouais, tout à fait. Et je pense que alors c'est une bonne question. Je suis en train de me demander pendant que tu parles quelle serait l'énergie qui ressortirait de Spag. Je pense qu'un mot qu'ils utilisent souvent, c'est la solidarité. Ah oui. Et il y a de la performance. Parce que bien évidemment, on cherche de la performance pour nos clients. On fait du marketing de la performance. Donc on essaye. Il y a ce côté un peu performance. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver, je pense, un équilibre entre essayer de tendre vers des standards d'exigence et de qualité qui sont hauts, comme des très grands cabinets de conseil, tout en restant pour autant humble, mais surtout esprit d'équipe. Voilà, et ne pas avoir l'un ou l'autre, c'est-à-dire de la super performance, mais au mépris de la collectivité. Donc c'est un savant mélange d'essayer de faire ça, c'est-à-dire du collectif, mais de la performance de haut niveau, sans laisser quelqu'un derrière, tous ensemble, voilà. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas forcément l'un ou l'autre, c'est-à-dire que ça peut être l'un et l'autre, c'est d'ailleurs ce que vous faites. Ouais, tout à fait. Enfin, je pense, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vise. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais on fait super attention dans nos recrutements à ce que ça soit très clair aussi, que c'est ce qu'on cherche. Des gens qui vont partager, solidaires, mais qui sont aussi prêts à
à être animé par cette envie de faire toujours mieux, d'apprendre toujours plus. Il faut avoir quand même une envie d'apprendre. D'apprendre vite aussi, parce que c'est une matière qui est mouvante, qui change beaucoup. Il y a l'IA, il y a plein de choses en ce moment. On en parlera peut-être après, mais donc il faut avoir envie de se dépasser, mais je pense qu'on donne des conditions pour le faire qui sont des bonnes conditions. Ouais. Et d'ailleurs, et nos clients nous le rendent bien, pardon. Ah oui, oui, ça compte beaucoup. C'est quand même une bonne, un bon métrique à regarder. Un bon métrique, voilà, regarder pour bien s'assurer que voilà. Et d'ailleurs, finalement, quand je réfléchis au facteur clé de succès, si tu veux, de Spag, il y a le fait, eh bien, d'avoir ce bon mélange de valeurs, hein, finalement. Et puis, si je fais un pas en arrière, il y a voilà, est-ce que je suis capable de délivrer une valeur de dingue à mes clients? Et ça, pour moi, c'est un peu la rencontre. Enfin, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'il y a une mission que je porte, à qui et en fait, ces gens-là, ils ont un besoin qui est vif. Enfin, ils ont absolument besoin de répondre à ce besoin. Et c'est là où on propose cette proposition de valeur. Est-ce que donc peut-être pour arriver à enfin, déjà, ça, c'était la remarque. Et puis ensuite, à la question, ça serait de dire, voilà, je crois que c'est essentiel d'avoir une clarté sur ça, non? Ouais, tout à fait. Pour rebondir sur ta remarque, je pense que c'est des personnes qui sont, pour faire du service, pour faire du conseil, il faut quand même être animé par cette envie d'aider son prochain, enfin, tout simplement. Il y a quand même une générosité à la base. Qui est nécessaire. Je pense que on peut pas avoir des personnes qui sont auto-centrées, égoïstes, ou en tout cas ça dure pas longtemps, hein, bien sûr, parce qu'il faut avoir envie de faire plaisir d'une certaine manière, d'aider, de soutenir. Donc en fait il y a aussi je pense intrinsèquement cette qualité ou cette envie-là qui anime. Qui paraît pas naturel quand on parle de conseil en strat. On se dit c'est peut-être des gens qui sont juste carriéristes et tout. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut aussi avoir envie d'aider. Et en tout cas de mettre au service ses capacités ou son expertise et de faire ce qui est en notre pouvoir pour accompagner. Bon, là, j'en parle parce que, comme peut-être certains de l'audience le savent, j'étais dans le conseil avant, et donc ça me fait un petit peu réagir, rebondir sur le fait que c'est vrai que quand on arrive dans le conseil, on est avant tout, on est d'abord technicien, puis ensuite, donc toi en tant que quand tu portes tes équipes avec le client, tu es davantage vers justement cette interaction avec le client pour résoudre ses besoins et d'être dans une connexion un peu plus humaine. Exactement. Et d'ailleurs, nous, c'est comme ça qu'on s'est construit chez Spag, c'est-à-dire qu'on se définit comme une équipe marketing digital externalisée. On vient se plugger à leurs équipes actuelles, on co-construit, on est dans la transparence, on est pieds et poings liés avec eux. Donc c'est vrai que les relations avec nos clients, elles sont très franches, très directes, très open, on est au courant de beaucoup de choses. Et donc, on est aussi mieux armé pour les aider. Et ça fait vraiment partie de notre positionnement. Je pense que c'est assez différenciant de ce que moi j'avais pu connaître avant, de posture de conseil très froide, très rigide, très donneur de leçons. Là, on fait avec eux. On fait pas que du conseil. D'ailleurs, chez Spag, on fait de l'opérationnel. D'accord. Tu parlais de technicité. On est très technicien aussi à la base. Donc, on conseille, mais on fait. Puis comme ça, si ça marche pas, c'est de notre faute aussi. C'est-à-dire que on prend la responsabilité de ce qu'on propose comme strat. Et puis après, on forme aussi. Donc, pour qu'ils puissent réinternaliser chez eux. Donc voilà. Donc c'est un peu toute une chaîne qui est très alignée avec notre mission de les aider à faire de la performance, à faire de la croissance. Et donc tout le monde est très aligné là-dessus. Et notre fonctionnement est fait comme ça. Donc il y a peu de friction sur ce sujet-là. D'accord. Bon, ça paraît clair pour moi, en tout cas, les points qui font que Spag, finalement, enfin, les forces de Spag. Peut-être une question de plus sur ça, c'est cette notion tu parlais d'éléments différenciants, justement. Qu'est-ce qui fait pour toi, en fait, la force de Spag? Je pense qu'un des éléments différenciants qu'on a, qui est très lié à mon expérience d'avant. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Angleterre. J'ai été dans des équipes multiculturelles, avec plein de personnes de plein de nationalités. C'est que on a recréé une équipe internationale à Paris et à Lille, donc dans les deux bureaux. Ça paraît pas compliqué, mais en France, c'est pas évident déjà. Donc on est 25, on a 10 nationalités, on est capable de parler beaucoup de langues en natif. Ça, c'est super différenciant parce qu'on aide les entreprises françaises à
tester des nouveaux marchés, parce que c'est souvent dur depuis la France de lancer l'Allemagne, de lancer ses produits, ses services dans d'autres pays. Donc comme nous, on a des natifs mais qui sont basés ici, avec cette histoire d'équipe marketing externalisée, on peut mettre notre équipe à dispo localement, mais depuis la France. Et inversement, on est de plus en plus sollicité par des entreprises européennes ou internationales qui veulent se lancer en France, pour qui le marché français est hermétique, et qui du coup grâce à les personnes qui parlent la même langue, la même culture, on peut les aider. Ils ont plus confiance dans le fait qu'on va réussir à craquer le marché français pour eux et à mieux comprendre leur positionnement. Et ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que c'était un choix délibéré, c'était vraiment une intention de construire une équipe internationale. Oui, t'as raison de le souligner, c'était une intention. Donc j'ai mis mes efforts aussi comme ça dans le recrutement, à chercher spécifiquement des profils qui sont pas que bilingues ou trilingues, mais qui ont deux nationalités ou qui ont vécu à l'étranger un certain nombre d'années, qui représentent culturellement aussi d'autres pays, d'autres manières de penser et de fonctionner. Donc c'est hyper riche. Et c'est aussi un des points difficiles, c'est que tout le monde ne pense pas de la même manière, n'a pas il y a des choses qui sont, et c'est très riche dans les échanges. Ça apporte beaucoup, je pense, à l'équipe, notamment, je pense pour tous les internationaux qui habitent à Paris, en France, ça leur fait aussi un premier cercle d'amis, qui les met encore plus en confiance, je pense. Il y a pas de sujet sur les accents, sur les problèmes de phrases, donc on est aussi tous en train d'essayer de bien parler français. On fait, tout le monde fait des efforts pour que tout le monde se comprenne, etc. Et ça augmente aussi le niveau, en fait. Les gens progressent plus vite en français, les autres font plus attention à pas faire de fautes, pas faire faire des phrases correctes. Puis ça me touche particulièrement parce que c'est mon autre projet Mimetix, mais on en parlera bien sûr après. Et non, mais je crois que c'est vraiment, moi la leçon que je vois, la valeur de dingue que je vois aussi dans ce que tu dis, c'est que avec une action délibérée de créer en fait un facteur différenciant, on apporte plus de valeur pour le client. Parce que toi, en fait, tu as repéré qu'ils avaient ce besoin-là essentiel et qui n'était pas forcément très bien adressé, ou en tout cas, précisément adressé par des concurrents ou en tout cas d'autres acteurs. Et donc, quand en tant que une personne de l'audience qui est en train de travailler sur un projet professionnel, une entreprise ou un projet entrepreneurial, eh bien, ça vaut le coup de se poser 2 secondes et de se dire, ok, qu'est-ce que mes clients, de quoi est-ce qu'ils ont besoin que les autres acteurs qui sont là aujourd'hui n'arrivent pas à bien faire, sur lequel je pourrais investir. Exactement. Et tu l'as dit parce qu'en fait, il y a un prix à payer, c'est que finalement, ça a un impact sur la culture de ton entreprise. Peut-être que, par exemple, le niveau de français, à des moments donnés, quand même, je veux dire, ça demande du travail. Ça demande du travail. Et c'est quelque chose que tu as été prête à faire, en fait. Oui, et puis ça demande, c'est plus de contraintes. Plus de contraintes dans le recrutement, on est plus exigeant. Quand on était moins connu, c'était plus difficile d'aller chercher les bons profils, de les convaincre, de nous faire confiance. Cela dit, une fois qu'il y a cet argument de l'international, les gens qui veulent rejoindre une équipe internationale sont motivés par ça. Donc on a des personnes, ça implique aussi, c'est bête, mais de la lourdeur administrative. On doit faire des visas de travail s'il y a des personnes qui viennent. On doit faire des attestations d'employeurs, les aider parfois à trouver des logements. Il y en a qui déménagent pour venir travailler chez nous. Ça fait des contraintes un peu pour tout le monde, mais qui sont extrêmement positives à la fin, pour la partie purement entreprise, mais surtout aussi pour la partie humaine, je pense. Merci beaucoup pour ça. De rien. J'ai adoré. Et donc là, c'est important pour moi en fait de parler non seulement de Spag, mais aussi de toi, Coralie. Pourquoi ? Parce que je suis sûr que c'est pas pour rien que tu es à la tête de Spag, et donc j'étais curieux de savoir, selon toi, qu'est-ce qui a fait en fait, qu'est-ce qui t'a, quelles leçons, quels enseignements en fait tu as tirés lors de ton parcours et qui pourraient être utiles aux autres dans leur développement. C'est une vaste question. J'ai pas trop envie d'être donneuse de leçons parce que je sais pas. On fait tous plein d'erreurs. C'est sûr. Peut-être que les conseils que je peux donner, ou en tout cas expliquer comment moi je suis arrivée là. Si j'essaye de le résumer, je pense qu'il y a plusieurs points. Il y a le premier. Je pense que je suis plutôt d'un naturel optimiste et positif, et donc j'ai su saisir les bonnes opportunités. Je pense que ça paraît un peu trivial, mais saisir une opportunité quand elle arrive, sans se poser trop de questions, et donner la chance à une rencontre, à un changement de travail, à un déménagement, ce genre de choses. Si on est capable de le faire, je veux dire en termes de contraintes, c'est des choix que j'ai faits assez libres.
Donc ça m'a aidé. Et puis il y a le sujet, je le disais juste à l'instant, mais de confiance. À la fois, je pense que mes parents m'ont donné une éducation super qui consistait à faire en sorte que j'ai confiance en moi, en tout cas en mes capacités à tester, à faire des choses, sans pour autant me pousser dans l'entrepreneuriat. C'était pas du tout quelque chose de naturel dans ma famille. Mais en revanche, voilà, ils ont toujours fait en sorte que j'ai confiance et que je fasse les choix que je veux. Et j'ai aussi confiance en les autres. Alors ça, c'est peut-être aussi ce qui m'a aidé parce que ce qui m'a aidé, et j'ai eu de la chance, je pense, parce que j'ai toujours fait confiance a priori dans les gens et pas a posteriori. Donc je me suis toujours dit, il y a pas de raison de pas faire confiance aux gens. Et donc j'ai souvent eu des gens qui m'ont aidé sur mon parcours. Donc c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire que moi je les ai laissés, je leur ai fait assez confiance pour qu'ils m'aident, je les ai laissés m'aider, et puis j'ai saisi les opportunités aussi de rencontrer ces personnes-là. Donc j'ai eu de la chance d'avoir des mentors sur mon parcours ou des personnes qui ont bien voulu m'aider. Mais ça demande une certaine réceptivité ou de faire confiance, de suivre les conseils, plein de choses, je pense. Mais j'ai aussi rencontré des bonnes personnes très généreuses sur mon parcours. Donc après, ça n'a jamais été inné pour moi de lancer une entreprise. Enfin, je pense que j'ai toujours été un peu leader, donc diriger une entreprise, emmener des gens dans une équipe, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps avec le sport co, etc. Maintenant, me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis pas posé la question, et quand c'est arrivé, ça s'est fait naturellement. Voilà. Ça s'est fait petit à petit déjà. J'ai pas tout quitté pour me lancer. Ça a été progressif. Je me suis entourée d'entrepreneurs. J'ai fait un peu des choses mixtes, mais qui sont pas forcément d'ailleurs qui étaient pas très faciles à expliquer dans mon entourage. C'est-à-dire que j'ai commencé par travailler dans un start-up studio qui crée des startups. Enfin j'étais dans des écosystèmes de ce type-là, mais pas dans des jobs très classiques. Et c'est un peu comme ça que finalement je me suis lancée en faisant confiance, en m'associant avec des personnes. Voilà. Oui, parce qu'il y a plein de choses dont je pourrais parler, mais c'est parce que c'est super riche. Et peut-être pour revenir sur le dernier point, c'est cette idée que malgré le fait que ton entourage voyait pas forcément ce que tu étais en train de faire, enfin on comprenait pas forcément, toi tu avançais, et qu'est-ce qui faisait que tu arrivais à avancer? C'est que tu voyais où tu étais en train d'aller quelque part? Oui, alors je sais pas si je voyais où j'étais en train d'aller, mais en tout cas j'étais très profondément alignée avec ça. C'est-à-dire je me disais et puis il y a un peu un côté aussi de on vit au jour le jour, c'est-à-dire j'étais à l'instant T, c'est ce que j'aime, j'ai envie de faire, je m'épanouis dans ce que je fais, on verra bien où la vie nous porte ou me porte, et après pour donner un exemple sur mon parcours, j'ai fait des études, j'étais assez élitiste, donc j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce, et puis alors j'ai pas fait les meilleurs, mais j'étais quand même, j'avais fait le parcours qu'on m'avait dit de faire, parce que à l'époque le conseil en orientation était pas aussi développé que maintenant, et il y avait pas trop internet, et bon, j'ai pas 50 ans non plus, mais voilà. Et c'est vrai que c'était pas le même internet. C'était pas le même internet, et puis les gens, ils étaient pas, il y avait que 3-4 voies, on n'était pas très pour les voies un peu les reconversions, les voies de travers, non, ça n'existait pas trop. Et puis après j'ai saisi l'opportunité de partir à Londres à 23 ans avec mon copain pour m'installer, trouver un premier job là-bas. Donc ça c'était déjà quelque chose de pas naturel, dans le sens où j'avais une voie toute tracée en France, j'avais un super boulot, un super stage que j'adorais avec mes mentors qui étaient prêts à m'embaucher, et je me suis dit non, allez, je pars à Londres, j'avais rien, pas d'argent, rien. Donc ça c'était un peu aussi, c'est une forme de naïveté aussi, je pense, à cet âge-là, en tout cas de pas d'inconscience légère, de se dire de toute façon mais en réalité qu'est-ce qu'on risque? C'est pas je suis pas partie faire la guerre, donc c'est pas non plus très 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 engageant, mais mine de rien c'est en fait je me rends compte, c'était une première opportunité, un premier choix que j'ai fait assez drastique, puis après j'ai rechangé d'entreprise, et puis après on a eu une opportunité pour rentrer en France, que mon mari est entrepreneur aussi. D'accord. Et là, je me suis dit, ok, cette fois-ci, on rentre en France. La prochaine fois, peut-être que c'est moi qui aurai une autre idée. Puis les choses se sont fait un peu petit à petit, mais je me suis dit, qu'est-ce que je risque de toute façon si ça va pas? Puis d'ailleurs, au dernier moment, je suis pas partie en France, je suis restée à Londres. Puis je l'ai rejoint un peu plus tard. Mais c'était un peu de faire des choix en fonction. Alors, je dis pas que ça, c'est des choix qui sont faciles, c'est des choix qui se mûrissent sur quelques mois, un peu en toile de fond. Mais je me suis jamais mis de barrières du type je vais pas y arriver, qu'est-ce qui se passe si je trouve pas. Je me disais toujours au pire quoi, je reviens, je repars, je rentre, c'est pas, je trouverai bien quelque chose quoi. Moi j'ai ressenti deux choses, alors, d'abord le premier point, c'est tu sais, tu as parlé de
d'une éducation qui t'a permis d'avoir de la confiance intrinsèque, la confiance pour les autres. Et je crois que tu as même cette forme de confiance en la vie en général, en fait, qui fait que c'est probablement cette notion que peu importe ce que tu fais, l'abondance finalement elle sera là, quoi. Je pense qu'on peut toujours rebondir, en fait. Je dis pas qu'il y a pas d'échecs et qu'on peut apprendre de tous des échecs, parce qu'il y a des choses qui sont très dures, mais on peut toujours essayer de trouver quelque chose dans lequel on va s'épanouir. Faut être assez, je pense, quand même détaché des normes sociales et du regard des autres d'une certaine manière. Je dis pas que ça m'affecte pas, bien sûr. C'est jamais très agréable. Je pense que les personnes qui disent qu'ils s'en foutent complètement, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est ça, je les admire. Non, bien sûr que ça compte. Mais se dire qu'on n'est pas obligé de faire le job que nos parents attendent ou que notre formation nous a formés pour et nous a poussé à faire ce genre de choses. Moi, je pense que mes parents ils se sont arrachés les cheveux quand je leur ai dit non, bon, alors je pars à Londres, je vais avoir un contrat local, je vais faire ça, je vais dans une start-up, on sait pas, on verra. Bon, voilà, j'en suis pas morte, hein. Au contraire. Non, et après, faut avoir envie aussi d'apprendre et de se dépasser. Moi, j'ai jamais cherché le confort à tout prix. Il faut être assez à l'aise avec ça. Et je pense que il y a des personnes qui ont pas envie de ça. Mais pour moi, j'y trouve beaucoup d'énergie et beaucoup de joie dans le fait de découvrir, d'avancer, d'apprendre, de me challenger, sur ces sujets-là. Et moi, ça rejoint aussi cette idée que quand on n'est pas bloqué par ses peurs, ses doutes, et qu'on a confiance en soi, en les autres, en la vie, eh bien, en fait, on peut se permettre de mettre un peu en off le mental et donc d'être dans l'intuition, quoi. Et j'ai le sentiment que tu as beaucoup en fait été connecté à cette forme d'intuition. Et peut-être pour les gens qui sont dans l'audience, en tout cas moi j'ai remarqué que justement le frein à ça, la barrière à ça, c'est effectivement si j'ai vécu des événements dans lesquels ça a remis en cause ma capacité à croire en moi, ça va même c'est une entrave à l'ouverture. C'est quand on me propose des opportunités, tu parlais d'opportunités au départ, j'ai du mal à dire oui. J'ai du mal à dire oui parce que peut-être je me méfie au premier abord. Voilà. Et donc, je crois que c'est essentiel de travailler à recultiver cette connexion à l'intuition. Je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Je pense que l'intuition, c'est vrai, j'ai beaucoup cru à mon intuition. Le projet de Spag, comme je disais, il est d'abord né d'une collaboration avec le Sparkling Partners, qui est un startup studio. Et c'est parti d'une rencontre avec Martin, un des fondateurs. C'était vraiment un gut feeling. J'ai eu un super rendez-vous avec lui. Je me suis super bien entendue avec lui. J'ai trouvé qu'il avait plein de choses inspirantes, intéressantes à m'apporter. Et je me suis dit, OK, go, j'y vais. Et puis si ça marche pas, je repartirai, ou si on n'arrive pas à matcher, ou si j'arrive pas à produire au niveau des standards qu'ils attendent, ou je sais pas. Je dis pas que ça fait pas peur, mais en tout cas, je me suis dit, allez, go, on y va, quoi. Puis après, j'étais assez alignée avec ce que je voulais et ce que je voulais pas. Je me suis dit, il y a pas de choses que je ne veux pas là-dedans, donc go. Mais en tout cas, effectivement, sur le sujet que tu mentionnais de ce côté d'avoir un peu de méfiance quand on a eu des expériences un peu négatives avant, c'est ce que je disais avec la confiance a priori. Je pense que aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont auto-centrés ou mal intentionnés, etc. Et fondamentalement, je pense qu'il y a des gens qui sont très bien intentionnés. Et il faut arriver à faire confiance à ça. Après, on peut être déçu, hein. Mais ça fait aussi partie. Je dis pas que j'ai jamais été déçue, que j'ai jamais raté, eu d'échecs. Ça arrive à tout le monde. Mais je trouve que dans la balance, au final, il y a beaucoup plus de choses positives que négatives. Donc, ça me conforte en tout cas dans l'idée de continuer un peu comme ça. C'est si je vis une expérience de déception, je peux ou bien me dire les gens vont me décevoir, ou bien cette personne m'a déçu, mais ça ne veut pas dire que exactement. Et puis c'est pas forcément lié à moi. Elle aurait pu décevoir une autre personne, ou notre match à nous ne fonctionnait pas, et ça arrive, quoi. Merci. Mais tu sais, Coralie, il y a un point aussi que je trouve particulièrement remarquable, tu vois, c'est cette idée que en fait, tu arrives. Je crois que à la fois tu es drivé par cette mission qui est celui de Spag, mais en plus je crois que tu fais d'autres choses en même temps, hein, parce que tu es super organisé.
C'est une grande running joke avec mes copines, le fait que je sois très organisée. Ah bon? Ah bah je touche dans le mille alors. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que moi je crois que sans organisation, déjà je pense que ça aurait été très difficile de lancer quelque chose comme Mimetix, qui est ton jeu de société. Tout à fait. Écoute, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est en fait Mimetix? Alors Mimetix, c'est un jeu hyper drôle. C'est un jeu de mime des expressions françaises. Donc pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de Time's Up, par exemple, c'est le jeu le plus connu. C'est un peu la dernière partie du Time's Up où on n'a plus le droit de parler. Donc on fait des mimes et on doit faire mimer des expressions de la langue française. Donc en fait c'est hyper marrant parce que il faut mimer au sens propre. Donc quand on doit, si je donne un exemple, par exemple, donner sa langue au chat, il faut mimer un chat, montrer sa langue, donner la langue au chat, plutôt que juste le sens. Le sens c'est pas fun à mimer. Et ça nous met dans des situations assez cocasses parce que c'est soit alors déjà il y a des gens qui miment très bien ou très mal, donc déjà ça c'est marrant. Les jeux de mimes c'est toujours un peu drôle, et puis surtout la langue française est tellement imagée qu'en fait on peut mimer plein de choses, on peut presque raconter une histoire avec un mime, donc voilà. Et les gens se trompent souvent en essayant de reconstituer l'expression, ils se trompent et ils mélangent les expressions, et ça c'est vraiment le plus drôle. Parce que dans l'euphorie on a envie de répondre vite, on a envie de trouver la réponse le premier, et ça fait des mix d'expressions improbables, et genre c'est vraiment souvent très très drôle. Et comment dire, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que on a joué au Time's Up avec une banque d'amis. On s'est dit que bon, c'était un peu chiant de mimer des personnages au bout d'un moment, et qu'on avait envie plutôt de mimer des expressions françaises parce que ça avait l'air beaucoup plus drôle. Et voilà, on a passé une trop bonne soirée, on s'est super amusé. Et puis dans la bande, c'est aussi ça, on a écouté un peu des petites voix de certains de nos potes qui nous ont dit, parce que je l'ai créé avec un ami qui s'appelle Grégoire, qui nous ont dit, Coralie, Grégoire, vous devriez le lancer, c'est trop votre style de faire un truc comme ça. On disait ouais bon, je sais pas, enfin on s'était pas posé la question pourquoi nous. Bon, alors c'est vrai qu'on était les deux seuls en école de commerce dans dans ce groupe-là, ou en tout cas plutôt extravertis, et apporter un peu le côté des jeux. Et puis en fait on s'est regardé, on s'est dit pourquoi pas. Enfin tout simplement on s'est dit pourquoi pas. Qu'est-ce que ça engage? Donc pour le coup on l'a fait très doucement. Et je pense que c'est aussi ça peut-être un peu la clé. C'est comme en tout cas chez moi, c'est comme pour Spag, j'ai mis du temps à arriver à me lancer. Ça n'a pas été brutal. On s'est dit allez, essayons de le faire. Qu'est-ce que ça voudrait dire de lancer Mimetix? Ça serait quoi, machin? Donc on a réfléchi, une app, un jeu. On s'est dit non, on a quand même plus envie de produire quelque chose de physique qui rassemble les gens. On a commencé à poser des valeurs dessus. On voudrait que justement les gens posent leur téléphone pour avoir des moments conviviaux. Ah oui, on avait envie de créer un jeu qui soit convivial, généreux. On a envie de faire rire les gens. Voilà. Après moi je disais aussi que j'avais très envie d'aider à faire renaître la langue française sans que ça soit chiant et poussiéreux. Le jeu me paraissait être un bon moyen de le faire, donc je trouvais que ça avait un côté pédagogique plutôt cool. Voilà, en tout cas pas barbant. Donc on a mis un peu tout ça et on s'est dit ok, on va faire un jeu. Donc après on a fait des étapes, mais on habitait chacun dans un pays. Moi j'étais à Londres, lui était en Allemagne. Donc on se faisait des calls de temps en temps. Chacun avançait à son rythme, et puis on s'est laissé un an comme ça pour avancer petit à petit. Et au bout d'un an, on avait un prototype, un fournisseur pour faire le premier achat des premiers 1000 jeux qu'on a achetés. Et puis voilà, on avait une marque, on avait un pseudo design. Voilà, on s'est pas pris la tête 50 ans. On s'est dit au pire, 1000 jeux, c'est pas du jambon. On peut le vendre en 20 ans. Et puis, si on met 20 ans pour vendre 1000 jeux, on mettra 20 ans. On le vendra un peu par-ci, par-là à tous les gens qu'on peut. Et puis, en fait, ça a été un succès beaucoup plus que ça, plus rapidement. Mais on s'est un peu dit, bon, de toute façon, on n'a rien à perdre. Si on a mis toutes nos petites économies, on n'avait pas beaucoup d'argent. Du coup, on a mis, je me souviens même plus, mais je pense qu'on a mis, si on a économisé pendant un an, donc on a peut-être mis 2000 € chacun. C'est quand même beaucoup, mais ça nous a permis de payer une première production. Et puis après, go, voilà. Ça paraît super après, simple. Voilà, non, mais on s'est dit, ces 2000 €, on les retrouvera. Parce que si on les vend, c'est des jeux, ça va pas se périmer. Ça va pas devenir, c'était pas un truc tendance. Donc on pourra les récupérer. Donc une fois qu'on s'est enlevé cette barrière de l'argent qui était hyper importante, parce qu'on avait, c'était le plus important pour nous, c'était toutes nos petites économies. Donc voilà. Bon, on s'est dit, allez, on le fait, c'est marrant, soyons fous si on le fait pas maintenant.
Ouais. Bah oui, ça paraît super simple, comment tu l'as décrit. Ouais. Oui, alors je sais pas. En tout cas, c'est juste pour dire aussi aux gens qui nous écoutent que c'est possible en fait. Faut commencer petit. On peut avoir beaucoup d'ambition, mais lancer un petit jeu de société, on s'est dit faisons-le, ça nous fait plaisir. Donc c'est nos amis au début qui ont acheté, notre famille, et puis après parce qu'on l'a fait aussi avec beaucoup d'honnêteté, je pense, beaucoup d'alignement dans nos valeurs. Comme je disais, on s'est dit ah oui, on savait qu'on voulait un jeu convivial, on savait qu'on voulait un jeu drôle. Notre produit en fait a tout de suite fonctionné. C'est quand même le plus dur à faire, c'est d'avoir un produit qui plaît. Nous, on a eu de la chance. On a fait un produit qui plaît aux gens. On sait que quand on le met dans les mains des gens, ils se marrent, ils nous en parlent, ils nous écrivent des messages. Voilà, donc après, il suffisait juste de trouver notre cible, et puis ça tombe bien, c'est mon métier, donc j'ai aussi fait en sorte que ça prenne. Mais on a aussi beaucoup de médias qui ont parlé de nous. Voilà, on est passé sur France 3, sur M6, on a dans La Voix du Nord au début, parce que j'habite dans le Nord, donc ça a d'abord été local, puis régional, puis national. Mais après, attention, ça paraît facile, mais c'est du travail. Bien sûr. Voilà, faut pas croire que la première année c'était assez en dilettante parce qu'on s'est laissé le temps. À partir du moment où on l'a lancé, on a un peu eu la pression quand on a reçu notre palette de 1000 jeux. On s'est dit ah oui, là faut qu'on vende 1000 jeux quoi. Donc OK, on retrousse nos manches et puis on va vendre, et on a fait des marchés de Noël, on a fait des braderies, on en fait encore. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Moi, parfois, entre octobre et décembre, je vais sur des marchés de Noël vendre des Mimetix. Aussi pour être proche des joueurs, voir si ça leur plaît, leur expliquer. À Lille ? À Lille, à Paris, un peu partout. Ouais, à Lille beaucoup, parce qu'on connaît mieux, mais mon associé habite à Lyon. Donc lui, il fait à Lyon un petit peu. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver ton jeu ? Alors mon jeu, on peut le trouver un peu partout. On est distribué dans 800 magasins en France aujourd'hui. On est pour les plus connus, on est chez Monoprix, à la Fnac, chez Cultura, dans tous les espaces culturels, l'espace culturel Leclerc, tout ce qui est un peu autour de l'entertainment, et voilà. Et on est aussi disponible sur notre site mimetix.fr. Là, on peut le livrer en 24 heures. On est aussi présent dans des concept stores, dans des librairies, et puis bien évidemment tous les magasins de jeux indépendants qui font vivre notre marché du jeu, qui vendent que des jeux de société. D'accord. On est dans des bars à jeux aussi, s'il y en a qui veulent tester. En tout cas, ils peuvent demander, comme ça. Et au pire, s'ils l'ont pas, ils nous le commandent. D'accord. Voilà. Et j'ai hâte de découvrir ce jeu. J'aurais dû venir avec un, j'y ai pas pensé. Je t'en enverrai un. Avec plaisir, j'en serais ravi. Merci. Et non, mais je crois que en discutant de Mimetix, on a commencé à parler de l'organisation. Oui. Et je n'ai pas eu le fin mot. Ah oui, c'est vrai, pardon. J'étais curieux de savoir. Il faut de l'organisation, c'est vrai, pour avoir 2 entreprises en même temps. C'était peut-être ça le sujet que tu voulais aborder. Qu'est-ce que je peux dire sur l'organisation ? Alors moi, déjà, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que ça me donne beaucoup d'énergie. C'est moi qui fais par exemple les formations internes chez Spag sur l'organisation, c'est moi qui les fais spécifiquement à tous les nouveaux plusieurs fois par an. Je pense que ce qui est important en organisation, en tout cas moi ce qui m'importe, c'est d'être focus en fait, c'est de se dire qu'est-ce qui va aujourd'hui apporter de la valeur, spécifiquement quand on a un business sur le côté, parce que moi Mimetix je fais ça le soir et le week-end, donc voilà, c'est de me dire ok, j'ai pas beaucoup de temps à dédier, que je peux dédier en fait à Mimetix. Qu'est-ce que je vais choisir comme actions qui vont apporter le plus de valeur, c'est-à-dire où on va pouvoir avoir le plus de visibilité, où on va pouvoir vendre plus de jeux, créer des nouveaux jeux. Là on est en train de lancer l'international, ce genre de choses, donc on se concentre vraiment sur ce qui a de la valeur. Donc ça demande une certaine prise de recul sur ne pas se laisser noyer par toutes les tâches, et de se dire ok, si je dois en faire 4, je fais ces 4 là, et comme ça je serais content d'avoir fait ces 4 là parce que je sais qu'elles apportent de la valeur. Je dirais que c'est le focus, le premier point. Le deuxième point sur l'organisation qui moi me paraît important, c'est qu'il faut pas avoir peur de s'organiser, de prendre du temps pour s'organiser. Ça paraît un peu contre-intuitif parfois, mais je le dis beaucoup à mes équipes. Moi je pense que je passe 5 heures par semaine à organiser mon agenda, mes rendez-vous, à modifier les choses pour être sûr d'optimiser mon temps en fonction de ce qui a la plus de valeur. Ne pas me laisser déborder en me disant j'ai des réunions partout. Non, je réfléchis quand est-ce que je les mets. Par exemple, quand j'ai des rendez-vous à Paris, je mets tous mes rendez-vous à Paris en même temps. Ça paraît évident, mais c'est d'essayer de garder la main sur son agenda. D'une certaine manière, en tout cas de l'organiser dans ce qui nous paraît être le plus efficace, organiser des déplacements, ce genre de choses. Mais attention, je pense que ça veut pas dire non plus ne pas être capable de donner du temps libre, de pas un peu dépasser ses horaires,
dans le sens son timing qu'on s'est fixé. Oui. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prônent la productivité à outrance. Et moi, ce qui me dérange dans ces discours-là, et pourtant je suis très pro-productivité, c'est que je crois vraiment aussi, pour faire le lien avec ce qu'on a dit juste avant, au goût de karma, au don, à la générosité, au partage. Et donc, il faut une très bonne journée très productive, c'est peut-être 70% de tâches qu'on a envie de faire, mais c'est aussi d'avoir dédié du temps à je sais pas, à donner enfin voilà, je parle à des gens qui ont besoin de conseils, je sais pas le nombre de personnes qui veulent créer des jeux qui m'ont appelé pour que je les aide à trouver les bons fournisseurs, se positionner, etc. Si je réfléchis d'un point de vue productivité ou orga, qu'est-ce que ça m'apporte? Rien, à part me faire perdre une heure, entre guillemets. Si je dois réfléchir organisation, hein, attention, je choque exprès, mais sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est trop bien de faire ça. Ça nous aide, nous, à structurer notre idée, à rencontrer des nouvelles personnes. Et puis, moi aussi, on m'a aidé quand j'étais jeune. Et je crois vraiment, en fait, que les gens peuvent aider pour rien. Et puis, en fait, au final, ça fait souvent des super liens, des super boomerangs. Il y a des gens que j'ai aidés qui ensuite, un jour j'ai une question, je leur pose, ils ont la réponse à mon problème. Enfin, tout le monde gagne du temps. Et ça aussi, c'est de l'organisation, en fait, d'une certaine manière. C'est des petites graines qu'on a semées en faisant un peu du goût de karma. Je pense que les bouddhistes le maîtrisent très bien, ce sujet-là, mais c'est super, ça fonctionne bien, quoi. Donc, en fait, en résumé, je pense qu'il faut être focus sur ses objectifs, pour se concentrer sur l'essentiel. Passer du temps à s'organiser. Pour être bien organisé, il faut passer du temps pour ça. Moi, j'incite mes équipes à faire leur to-do le vendredi soir, déjà pour partir le week-end, l'esprit libre, et pas ressasser en se disant oh là là, qu'est-ce que je vais avoir lundi, j'ai trop de trucs, se stresser tout seul, et comme ça bien déconnecter. Il y a des temps de connexion et des temps de déconnexion qui sont importants. Mais la déconnexion totale, elle est possible que si on s'est bien organisé, si on sait ce qui nous attend, laisser le moins d'imprévus possible, quoi, entre guillemets. Et comme ça, le lundi, quand ils arrivent, tout est déjà calé. Mais par contre, il faut aussi prévoir l'imprévu. C'est ça. Voilà. Donc, mes équipes, par exemple, ça les marque souvent quand je dis ça. Elles ont toujours dans leur agenda une phase d'imprévu dans la journée. Je leur dis de mettre des phases tampons un peu dans la journée. Moi, j'ai des agendas qui sont très serrés, mais je sais que j'ai des heures un peu tampons où voilà, l'équipe va me demander des trucs, je vais avoir des urgences à régler. Voilà, et ça fait partie aussi d'une organisation de gestion de stress, en fait. De se dire, je suis bien organisée, mais j'ai un peu de latitude. Ça aide à non plus pas travailler jusqu'à minuit, être serein sur le fait qu'on puisse gérer les choses. Donc, au bout d'un moment, on se connaît et on se calibre un peu comme ça. Non, ces deux points, ils me paraissent essentiels. Peut-être pour reprendre dans l'ordre, dans le premier point, celui du focus. Moi, je me retrouve souvent à faire la première étape, c'est-à-dire générer une longue liste de choses que je peux faire. Et c'est déjà une bonne étape. Oui, merci. Et en même temps, tu vois, c'est vrai que on a intérêt à se focaliser sur les 3-4 premières actions les plus prioritaires. On va déjà donc faire la liste, prioriser, et puis prendre les points prioritaires et les faire à fond. Pourquoi ? Parce que si on a envie de faire tous les points, on les fait presque à moitié quelque part. On ne les fait pas au niveau de qualité qu'on souhaite avoir. Et puis on se perd parce qu'il est en réalité impossible de faire toute la longue liste. Non, il est impossible de faire toute la longue liste. Et puis, ça a déjà été théorisé. On n'est pas les premiers à parler de ça. Je pense que la matrice, attention, je ne parle pas allemand, Eisenhower, qui parle de ça, de comment on fait la différence entre ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui peut être délégué et ce qui est mis de côté, ce qui est éliminé. Je crois que c'est delegate et eliminate. Ça, faire la différence entre urgent et important, déjà c'est super, ça aide beaucoup. Et d'arriver à se dire ok, ça c'est dans la case des importants, mais c'est pas urgent à aujourd'hui, ça peut être fait par exemple demain ou après-demain. Enfin, quel est le degré d'urgence, et ça aide à prioriser. Parfois il y a des choses qui sont urgentes mais pas importantes. Donc on peut se garder une petite plage, mais pas maintenant, à midi ou je sais pas, à 15h, qui est un peu le truc où on gère les choses rapidement. Ça aide. Moi, ça m'aide beaucoup, et je pense que les personnes à qui je parle d'organisation aussi, la différence entre urgence et importance. Et puis après, il y a des petits tips aussi. Tout ce qui peut être fait en moins de 2 minutes, on le fait. Voilà, comme ça sort ça sort de son cerveau, c'est fait. Par exemple, je sais pas, un mail qui tombe où il suffit de dire ok, non, go, je change de date, je suis dispo à cette heure-là.
Bon, bah, ça c'est fait. Et hop, comme ça, on se rajoute pas de la charge mentale pour rien. Et puis le deuxième sujet, faut aussi se connaître. Moi, je dis souvent, quand je fais ces formations d'organisation à l'équipe, c'est faut comprendre son fonctionnement. Est-ce qu'on est plutôt du matin? Est-ce qu'on est plus productif le soir, après le manger, pas après manger, en silence, avec d'autres gens? Est-ce que dans l'urgence? Voilà. Et en fonction de ça, il faut se mettre des plages de travail, de production, vraiment, où on a besoin de celles qui demandent beaucoup d'énergie, de concentration. Les Anglais, ils disent souvent eat frogs in the morning, donc c'est-à-dire manger vos grenouilles, ça veut dire les gros trucs qui sont durs à faire passer le matin, parce que voilà, eux, ils commencent plus tôt le matin. C'est vrai que moi, ça me correspond bien. Je me dis que si je me mets une plage de travail de 8h30 ou 9h à 11h et que je suis pas dérangée, je peux produire quelque chose. Mais par contre, je me connais, donc j'ai besoin de regarder un peu mes mails avant, d'être sûr qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, dans ce cas-là, je m'organise un petit peu. Voilà, je fais 8h30, 9h, une demi-heure où je cale bien les dernières urgences. Je me focus pendant 2 heures parce que je me connais et que j'ai besoin de longues plages horaires pour délivrer quelque chose. Je les bloque et puis ensuite, voilà, passer 11h, je regarde quelques urgences. C'est mon coin un peu imprévu. Je regarde ce qui se passe. Je suis dispo s'il y a des besoins. Et par exemple, voilà, après je donne un exemple de ma journée type, mais moi par exemple, je suis moins productive après le déj. Bon, bah peut-être comme beaucoup de monde avec la digestion, je sais pas, mais donc, je me force à faire mes meetings où je dois parler, où je dois m'énergiser d'une certaine manière. Parce que si je me mets une plage de production de 14h à 16h, j'y arriverai pas en termes de niveau d'énergie à me concentrer assez. Je suis pas assez dynamique. Donc, en me mettant dans des réunions que je dois animer, bah, je suis forcée d'être dynamique. Donc, comme ça me met tout de suite, voilà. Et puis, je refais des phases de production plus tard, par exemple. Oui, ça me fait penser à, et après on va passer à la séquence d'après. Oui, bien sûr. Ça me fait penser, tu vois, à cette idée que l'être humain, on est un peu, enfin, il y a plein d'entités, mais il y a 2 entités. Il y a notre conscience, celui qui pense et qui pilote. Et puis il y a une partie un petit peu plus animale, quoi. Et cette partie animale, elle a des besoins. Et donc à 14h, elle a envie de dormir. Et On peut pas toujours. Exactement. Et c'est normal en fait. Et c'est je crois qu'il est essentiel, une fois qu'on prend conscience qu'il existe cet animal qui n'est pas à soi, eh bien on peut apprendre à travailler avec. Et c'est exactement ce que tu dis. Donc à entretenir la machine de la bonne façon, la bonne organisation justement. Ok. Effectivement sur le fait de prévoir l'imprévu, moi j'adhère totalement. Enfin, ça stop. Donc merci pour ça. Alors Coralie, peut-être nous, il y a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur dans ce podcast avec Vivre mieux, c'est cette notion que finalement dans l'éducation, et l'éducation au sens large, à la fois l'école, mais aussi la famille, la culture, les médias, les jeux, font que tout le monde, finalement, n'a pas forcément les mêmes bagages. C'est vrai. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ah bah super. Et donc, moi, ça me paraît clé d'identifier déjà quels sont les concepts en fait un peu fondamentaux qu'on pourrait arriver à systématiser, c'est-à-dire à faire en sorte que demain, eh bien ces concepts-là, ils soient intégrés à l'éducation pour tous. Tu vois. Et je pense notamment, si je pense à mimétique, c'est la langue française. Est-ce que tu vois comme ça certains éléments qui seraient importants, clés pour les prochaines générations à connaître? Oui, je vais rebondir sur la langue française parce que ça m'importe beaucoup. Mais j'avais vu, je fais une petite parenthèse avant, j'avais vu un super tweet de Culture Digitale, je crois, qui avait nommé un certain nombre de matières qui devraient être enseignées, comme la prise de parole en public, la gestion du stress et des émotions, l'organisation. Je pense que ça devrait être des matières qui, en tout cas, un peu comme l'éducation civique, mais qui aujourd'hui est pas une matière très importante dans notre éducation, mais savoir être un peu de professionnalisme, de confiance en l'autre, ce genre de choses sont des choses qui pourraient être mises au programme. Alors il avait déjà ajouté d'autres choses dans son tweet ou dans je sais plus, sa story, comme la gestion des impôts et des taxes, et voilà. Mais
plus sérieusement tout ce qui est autour des soft skills pour avoir toutes les clés. Et c'est pour ça que je trouve que des podcasts comme le tien sont super pour aider tout le monde à avoir accès à ce genre de contenu, parce que c'était pas trop le cas avant, en tout cas à part dans les livres ou de manière très conceptuelle. Là, je pense que c'est important de donner des clés aux gens. Et la langue française, pourquoi je pense que c'est important? Parce que et je lisais récemment aussi un article sur on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de ChatGPT qui aujourd'hui arrive en se disant que ça va nous sauver. Alors ça aide beaucoup finalement ceux qui ont un peu de mal avec la langue française aujourd'hui à corriger des fautes, à mieux écrire, à peaufiner un peu des textes, voilà, pour l'écriture en elle-même. Sauf qu'en fait, par exemple, ChatGPT, ça va potentiellement créer une fracture entre ceux qui maîtrisent très bien la langue française dans le futur et qui seront capables de faire des prompts parfaits pour les emmener vers du coup un meilleur usage de ChatGPT, que ceux qui ne les maîtrisent pas. Donc en fait, je pense que pour moi, c'est important qu'on se rende compte que même avec les innovations technologiques aujourd'hui et l'intelligence artificielle, les voilà, tous ces logiciels assistés pour assister notre pensée, au final, il faut quand même avoir une pensée structurée, apprendre à clarifier ses idées, ce qu'on fait au lycée, au collège, les commentaires de texte, ce genre de choses, les dissertations, ça nous paraît chiant, sauf qu'en fait, on essaye d'apprendre à prendre du recul, analyser, synthétiser et structurer sa pensée. Je pense que c'est clé. Parce qu'au final, un prompt pour ChatGPT, c'est juste lui dire de comment nous trouver la réponse, mais il faut structurer notre brief, quoi. Il faut lui dire exactement ce qu'on veut, comment on le veut, pourquoi on le veut, de quelle manière on le veut, etc. Et donc, ça peut au final créer encore, je pense, des dispersions, enfin en tout cas des fragmentations sociales où au final, on a l'impression que ces technos vont nous aider à mieux... nous aider dans le quotidien, ce qui est vrai, dans la productivité aussi, mais ceux qui vont le plus s'en servir de manière précise et avec du coup des résultats plus probants, c'est ceux qui arriveront déjà à structurer leur pensée et à bien écrire. Donc je me dis qu'aujourd'hui un Mimétix par exemple qui a aussi cette beauté de la langue française, des expressions, de l'image, de la métaphore, c'est un moyen en fait aussi d'élever le niveau et de montrer aux gens que voilà, tout n'est pas poussiéreux quand on parle de s'exprimer, de langue française, etc. Et ça fait aussi partie je trouve de soft skills clés dans l'image qu'on donne de soi, voilà, notre interaction avec les gens, ça a une importance, quoi. Et si demain on est en 2030 et que finalement on a voilà, du budget, des gens qui sont prêts à transformer ça, qu'est-ce qui serait possible de mettre en place, voilà, si on était un peu fou, tu vois Dans l'éducation ? Oui, c'est ça. Bah ça, je me dis que moi, si un jour je dois lancer un autre projet, une fois Spag et Mimétix terminé ou réussi, si ça arrive, ça serait bien dans le sujet de l'éducation aussi. Mais c'est pas très clair pour moi la manière de le faire aujourd'hui. Je pense que c'est un mix entre de l'inclusion, pareil, de l'inclusion sociale, donc comment mais c'est ce que tu fais aussi avec ton école, hein, je pense. Comment on donne confiance aux gens, parce que c'est voilà, puis des clés d'organisation, de langage, de structure, voilà. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une motivation. Donc, la première brique à travailler, c'est la confiance, la motivation, et puis aussi la visibilité. Il faut que ces personnes soient capables de savoir que des projets comme ça existent. Et puis après. Je pense l'ouverture de structurer sa pensée, s'alimenter. On a beaucoup de matière qui est disponible en fait aujourd'hui avec Internet, en ligne, dans les livres, etc. Mais je pense qu'il faut aussi essayer d'aller chercher les bons contenus, de faire l'effort aussi de processer un peu cette pensée-là. Je sais pas, ce pourrait être un type d'école de pensée ou une philosophie un peu plus accessible. Oui. Où il y a un peu aussi des tendances en ce moment avec beaucoup de classiques de lecture qui sont réécrits pour être plus accessibles et plus modernes, voilà. Il y a des pour et des contre. Moi, je trouve que c'est quand même un bon moyen aussi de faire découvrir des sujets et de les rendre plus accessibles. Ce sujet de l'accessibilité, c'est ce qu'on traite un peu avec Mimétix, avec le jeu. Oui. La matière du jeu pour un sujet qui pourrait être plus compliqué. Donc, maintenant, on a mis dans notre jeu un livret de définitions. Comme ça, tous les gens découvrent les définitions en jouant. Et ce n'est pas pénalisant de pas connaître la définition quand on le mime. D'accord. Voilà, si on veut mimer, je sais pas moi, faire du ramdam, par exemple, ça c'est très difficile. On n'est pas obligé de comprendre ce que ça veut dire, et puis on peut le découper par syllabes, et voilà.
C'est super. Et tu sais, en échangeant avec toi, moi, il y a un point qui m'est venu, c'est effectivement sur ton point sur le fait d'arriver à être plus structuré dans son expression, en fait, dans son expression française. C'est que quand on est au lycée, au collège et qu'on fait des dissertations, qu'on fait tout ça, alors, il y en a qui n'en voient pas du tout l'intérêt. Oui. Et donc ne s'investissent pas là-dedans. Et donc, je crois qu'il y a un enjeu de marketing. Ouais, c'est ça. De la matière du français. Oui, ouais, exactement. C'est ça. Et de la philo. Ouais, absolument. Parce que moi j'aime beaucoup. Donc, il y a un monsieur qui disait, un psychologue, qui disait que si on n'a pas une pensée qui est structurée, si on n'a pas un vocabulaire qui est développé, on tombe on navigue comme ça, à ne pas arriver de loin parce qu'il y a un brouillard devant nous. Et puis on tombe dans des trous tout en naviguant dans la vie, en fait. Ouais. Parce que j'ai pas les mots, en fait, pour définir ce qui m'arrive, ou alors j'ai pas assez de mots et donc je vois le monde en 2 dimensions, tu vois, le bien, le mal. Exactement. Ouais, et puis c'est ce qui nous arrive quand on apprend une langue aussi, de manquer de nuances. Oui. C'est difficile de manquer de nuances. Et je pense que de s'offrir une palette de mots, d'expressions pour nuancer notre pensée, on devient plus précis, c'est plus facile d'exprimer même ses émotions. En fait, c'est aussi tout va mieux dans la communication avec les autres, il y a moins de frustration. Je sais pas, je trouve que c'est très positif, mais après il y a des personnes qui font déjà des choses très bien sur le sujet, hein. Il y a je pense à Marie Robert qui a un podcast qui s'appelle Philosophie sexy, qui rend la philosophie hyper accessible au quotidien, qui est prof de français et de philo, je crois, aussi à côté. Il y a plein de personnes qui ont déjà aussi des et c'est bien, je trouve que ça donne une nouvelle comme tu dis, un peu de marketing sur ces matières qui sont importantes. On attaque la dernière séquence parce que je crois que l'heure tourne. Pas de problème, il n'y a pas de... Ok, super. Et donc, si tu veux, Coralie, ce qui est important pour moi, ce qui est important pour l'audience aussi, c'est de te connaître un peu. Ouais. Donc, on va te poser quelques questions courtes qui appellent à des réponses courtes. D'accord. Donc voilà, c'est la séquence des questions courtes. Ok, parfait. Première question, à quoi ressemble une journée idéale pour toi ? Une journée idéale pour moi, elle est... Moi, j'aime bien dormir. Donc déjà, je me lève pas trop tôt. Je suis un peu un tournesol aussi, donc il faut que j'ai un peu du soleil dans la journée. Lire un livre, aller au ciné, faire un peu de sport, manger dehors. Ça, c'est une journée idéale où je fais pas grand-chose. Une journée de vacances et voir des gens. J'ai besoin de me nourrir d'interactions sociales, de personnes qui sont différentes de moi, qui ont des choses intéressantes, différentes à raconter. Voilà. Ça, c'est une journée idéale. Ok. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire ? Il y en a plein qui m'inspirent. Super difficile à trouver une personne qui m'inspire. Je dirais toutes les personnes qui essayent de rendre accessible la culture d'une manière ou d'une autre et de faire de l'inclusion sont des personnes qui m'inspirent parce que je trouve que c'est très bien. J'ai pas de modèle particulier. Okay. C'est plutôt ce type de personnes-là. D'accord. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il est plus important, d'apprendre à aimer sa vie telle qu'elle est ou de l'améliorer ? Très bonne question. Je pense qu'il est plus important d'aimer sa vie telle qu'elle est, parce qu'il y a, dans le sens, on nous a donné un bagage culturel, on a vécu des choses, il y a des choses sur lesquelles on peut pas revenir, ça sert à rien de ressasser. Et une fois qu'on s'est dit ça, en fait, toutes les possibilités sont offertes. Si on est OK avec ça, finalement, on peut l'améliorer, essayer de s'en sortir. Bon, et c'est plus facile à dire quand on a eu une vie heureuse et moins compliquée que d'autres personnes, bien sûr, hein, je suis consciente de ça. Mais bon, ce qui est fait est fait. Donc après, dans la mesure du possible, on peut faire un maximum de choses. Mais bon, faut être en phase, en tout cas de se dire on va tous mourir. Dans tous les cas, on est seul, mais si on peut rendre le temps qui arrive mieux pour les autres et pour nous, je pense qu'on peut. Ok. Est-ce qu'il y a, tu sais, sur ton téléphone, un emoji que tu aimes bien, que tu préfères ? L'emoji que j'aime bien, celui qui me vient en tête là, le petit bonhomme, le petit smiley avec les cœurs dans les yeux. Ah oui, d'accord. Ouais, je suis toujours un peu en me disant j'adore, ça veut dire j'adore, c'est beau, j'aime bien, c'est une belle chose. Ouais. Ok. Je m'émerveille un peu.
Ouais, bah c'est super. Moi, c'est la première fois que j'ai cette réponse sur le podcast. Ouais, je crois que tu es la 27e. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est quoi les réponses les plus communes? Le plus commun, c'est, tu sais, l'emoji avec la petite sueur, là. Ah, c'est vrai? Ouais. Je l'ai entendu 3 fois. C'est vrai? Ouais, et après, j'ai eu ça, tu sais, le signe de la main. Le signe qui prie. Ouais. Et puis voilà. C'est marrant. Coralie, dernière question. Est-ce que tu aurais une lecture, un podcast, un film à nous faire découvrir? Oui, je vais faire une réponse courte, mais j'en ai plusieurs. On parlait beaucoup de français et de littérature. Ouais. Je pense que les classiques en vrai français enfin les classiques pas que français d'ailleurs, sont souvent vus comme hyper durs à lire, poussiéreux, mais pour des mauvaises raisons. Lire du Alexandre Dumas, c'est super facile et ça nous emmène dans des super mondes. Victor Hugo, même Anna Karénine de Tolstoï, c'est des livres qui m'ont hyper marqué parce que ce sont des fresques humaines, donc on se rend compte de comment les autres gens pensent, de ce qui peut leur arriver. Ça ouvre, je trouve, beaucoup d'univers. Après, moi, je lis beaucoup de romans parce que je trouve que justement, ça aide à se rendre compte des autres points de vue. Et c'est pas si inaccessible que ça. Et il y a même des classiques qui sont super accessibles. Il y a plein aujourd'hui d'influenceurs sur Instagram qui en parlent, qui donnent. Je crois qu'il y a Jules comme César justement qui montre La nuit sera des mots. Il y a plein d'influenceuses livres qui donnent des livres. Donc voilà, moi je suis très classique. Comme film, oui, récemment et dans les dernières années, j'ai vu 2 films qui m'ont beaucoup marqué, qui vont un peu avec ce sujet de l'inclusion ou en tout cas de l'aide aux autres, qui vient de sortir. Donc on est en 2023, deuxième trimestre. C'était Je verrai toujours vos visages, sur la justice restaurative, justement, sur comment aider des victimes à sortir d'un traumatisme post-agression, etc. Et des agresseurs aussi à expliquer qu'est-ce qui les a motivés dans ce choix-là. Donc ils mettent face à face des victimes de faits et des agresseurs qui ont fait les mêmes faits, mais ce ne sont pas leurs agresseurs. C'est des démarches qui existent en France et qui vont un peu à l'inverse de notre culture très productiviste, mais qui, je pense, sont hyper importantes. C'est un docu? Non, c'est un film. Voilà, il y a Leila Bekti, Gilles Lelouch dedans, Miu Miu et plein d'autres acteurs. Et puis un autre pareil qui s'appelait Pupille sur les familles d'accueil, que j'ai trouvé très bien. Je crois que ça vient sorti en 2018, je pense, par là. Des jolis films de personnes dont le métier est d'aider d'autres gens. Je trouve que c'est des beaux films en tout cas. Voilà. Merci. Et des podcasts, j'en écoute peu à part certains comme le tien et d'autres, donc j'ai peu de recos. Très bien. Coralie, question pour finir, c'est est-ce que on arrive bientôt à la fin du podcast. Oui. Est-ce que tu aurais un message à partager de plus ou sinon on termine le podcast? Non, déjà te remercier de m'avoir donné l'occasion de parler, de dire aux gens de se lancer, que globalement il n'y a pas beaucoup de risques dans ce qu'on fait, si on le fait de manière mesurée et qu'on peut prendre son temps aussi pour lancer des initiatives. Ça peut prendre du temps à éclore et se concrétiser, mais c'est passionnant. Et puis que voilà, qu'ils peuvent jouer à mimétique, c'est que je suis hyper preneuse de leurs retours, qu'ils peuvent nous écrire sur Insta pour nous dire quelles sont leurs expressions préférées ou celles qui les ont fait le plus rire. Ça nous fait toujours hyper marrer et on aime bien, c'est pour ça qu'on le fait. Génial, je mettrai ça aussi en description pour que les gens puissent retrouver Mimétix, te retrouver sur les réseaux également. Parfait. Coralie, merci beaucoup. Également à toi, si tu nous as écoutés jusqu'au bout, on t'envoie plein d'amour et à très vite. Ciao. Merci beaucoup.